Donc, politique de la monnaie et de l'inflation, j'ai une formation d'économiste au départ, et lorsque je me suis intéressé à l'histoire économique du monde antique, je partais avec l'idée que c'était un peu, je ne veux pas dire un trou noir, mais la plupart des économistes pensent que, je sais qu'il y en a certains ici dans la salle, qu'avant le XVIIIe siècle, il n'y a pas de science économique, il n'y a donc pas de politique économique, puisque l'économie ne constitue pas un domaine reconnu de la recherche ou de la pensée. Au fond, j'ai été très surpris, puisqu'au fur et à mesure que j'entamais mes travaux de thèse, je vois des phénomènes qui sont finalement complexes. Il ne s'agit pas de tirer de l'or ou de l'argent des mines, de frapper quelques monnaies au hasard avec une composition un petit peu erratique, et puis de les émettre quand on en a besoin, parce qu'il y a une campagne militaire ou je ne sais quoi, et puis ça roule petit bonhomme, les choses vont comme elles vont. En réalité, on s'aperçoit de phénomènes extrêmement complexes qui montrent que nos anciens, enfin les gens du monde ancien, disposaient d'une capacité de gestion dans ces domaines-là, tout au moins, surprenante. Et je pense que nous sommes dans un domaine où il y a des découvertes, contrairement à ce que l'on peut parfois penser sur l'histoire ancienne. Et Iramat en est une parfaite illustration, puisque les études métallurgiques, notamment des monnaies antiques ou médiévales, ont offert une lumière sur ces sujets qui n'étaient pas accessibles avant que ces moyens technologiques soient mis au service de ces avancées de la connaissance. Donc ce soir, nous traitons de l'inflation dans l'Empire romain et de son rapport avec la monnaie. Et avant d'en arriver là, je souhaite faire une petite introduction sur l'émergence de la monnaie. Ça nous paraît évident, nous, la monnaie, on arrive quelque part, une carte de crédit, un billet de banque, un chèque, un transfert, mais a priori, la monnaie n'existe pas il y a 5, 10 ou 15 000 ans. Pourtant, il y a déjà des échanges. Les anthropologues, dans les sociétés dites primitives, ne trouvent pas de monnaie non plus. C'est un groupe qui va gérer de la ressource entre ses membres à partir de modes de fonctionnement un peu consensuels de groupe avec des anciens, des chefs ou des chamans qui sont en charge d'assurer l'équilibre de ces échanges. Mais il n'y a pas de monnaie. On n'a jamais trouvé de monnaie dans le domaine anthropologique. Donc d'où ça sort? Au départ, nous avons, je parlais d'échanges sans monnaie. Alors, on a ces échanges dans le groupe, mais qui ne sont pas véritablement des échanges économiques, qui sont plutôt ce que les anthropologues ont appelé le don et le contre-don. Néanmoins, on a des traces de commerce extérieur qui se déroulent sans monnaie. Donc ici, je prends un passage qui est assez connu d'Hérodote, qui raconte la manière dont les Carthaginois, dont Carthage, c'est proche de Tunis, dans la Tunisie actuelle, les Carthaginois sont un peuple commerçant qui détiennent des réseaux d'échanges de l'Afrique occidentale jusqu'au Liban actuel, donc la Phénicie. Et les Carthaginois vont chercher des produits, notamment de l'or ou de l'ivoire. Ça arrête en Afrique, donc a priori, d'après ce qu'on peut reconstituer, c'est la Guinée dans ces coins-là. D'ailleurs, on a des comptes rendus de voyage de Carthaginois qui expliquent que le soleil change de sens parce qu'il passe du côté austral, donc le soleil n'est plus du même côté, de la manière dont ça se couche. Donc on a vraiment une preuve qu'ils ont franchi l'équateur. On a même une preuve de circumnavigation de l'Afrique. Et donc on arrive sur une plage, on laisse des produits, les gens viennent, enfin les habitants viennent, si ça va, si ça va pas, ils ne prennent pas, et jusqu'au moment où les quantités en jeu sont satisfaisantes. On a un autre exemple ici, beaucoup plus récent cette fois-là, ça vient du Canada français, où le processus d'échange est au fond relativement proche. Là aussi, la monnaie ne circule pas. D'ailleurs, la monnaie est très rare dans les colonies britanniques et françaises d'Amérique du Nord. Et il y a une pratique je ne veux pas appeler ça du troc, parce que ce n'est pas vraiment un échange de pièce à pièce, mais on a sur les marchés des rassemblements qui se font et des marchandises qui passent de l'un à l'autre, là aussi sans monnaie. Si maintenant nous prenons la carte d'Europe, donc j'ai récupéré là ce sont des captures d'écran de différents papiers universitaires qui sont sortis ces dernières années, on voit par exemple l'apparition au 3e millénaire avant Jésus-Christ d'ambre en Espagne. Et a priori, mais l'ambre vient d'Europe du Nord. Donc on
on n'a pas de témoignage écrit, on est bien avant l'écriture, on est bien avant tout ce qui nous permet, enfin, ce qui nous permet de nous relier à cette période. Mais forcément, cet ambre est venu d'Europe du Nord, forcément les gens d'Europe du Sud ont échangé quelque chose contre cet ambre, donc on a des circuits d'échange. Par contre, on précède la mise en place de l'outil monétaire, là aussi. Donc, à un certain stade, des unités de compte apparaissent. Alors, ces unités de compte, là, on va les trouver en quantité d'argent. On a un échange d'un esclave contre différents objets qui sont évalués en poids. Le débène est une mesure égyptienne de poids. Donc, en poids d'argent, ça ne signifie pas... il y a l'ambiguïté en français toujours. Hein, argent, en anglais, c'est silver, c'est le métal. Et l'argent, la monnaie, en anglais, c'est money. Donc, c'est plus facile d'avoir deux mots différents pour désigner l'argent métal et l'argent que l'on va dépenser. Il y a d'autres langues, je crois qu'aussi en hébreu, le mot argent, c'est la même chose, comme en français. On n'a pas ce problème en anglais ou en allemand, par exemple, ou en latin. Donc, dans ce contexte-là, l'argent n'est pas utilisé, il n'y a jamais eu d'échange monétaire, mais simplement, il y a eu une transaction, et les deux parties de la transaction ont été équilibrées à partir d'une tarification. Et la tarification vient d'où? Probablement de prix qui sont constatés sur le marché. Quand je dis sur le marché, ce n'est pas le marché économique comme aujourd'hui, c'est le marché local. On est dans un village quelque part et il y a des biens qui s'échangent. Donc les deux partenaires de cette transaction ont une idée de ce que ces différents biens valent en argent. Mais ce qui donne la preuve que l'argent circule en tant que métal, mais n'est pas systématiquement utilisé, qu'il y a des formes d'échange sans argent. Dans l'archive des fortifications de Persépolis, donc là qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc dans l'Empire perse, on a dans la comptabilité publique, dans la trésorerie impériale de l'Empire perse, des échanges aussi de marchandises que l'on constate, et où visiblement on a une tarification. Donc là aussi, il y a des unités de compte, même si, visiblement, la monnaie en tant que pièce, nous on est habitué à avoir des pièces de quelque chose, un matériau, ces pièces-là n'ont pas circulé. Alors, à l'origine de ces unités de compte, on s'aperçoit qu'à partir du 8e, 7e millénaire avant Jésus-Christ, donc au moment du développement de l'agriculture, notamment en Mésopotamie, mais pas seulement en Mésopotamie, l'agriculture se développe à peu près en même temps en Mésopotamie, dans la vallée de l'Indus, dans la vallée du fleuve Jaune et dans le Nil. C'est relativement simultané, même si on n'a pas d'évidence que ces populations aient communiqué l'une avec l'autre. On voit apparaître des petites, ce qu'on appelle en anglais des tokens, qui sont des jetons, et ces jetons sont directement à l'origine de l'écriture cunéiforme. Et les premières tablettes cunéiformes ne sont pas, donc le début de l'écriture, autour du 3e, 4e millénaire avant Jésus-Christ, ne sont pas là pour exprimer de la pensée, on n'est pas de la poésie sur les tablettes cunéiformes, on commence par mettre de la comptabilité. Donc l'origine de l'écriture, c'est la comptabilité, et tous ces signes sont des signes, on reconnaît bien soit des barres, soit des ronds qui sont groupés par... c'est comme les chiffres romains, finalement, on va mettre 4 barres, ça fait 4, et puis après, quand ça fait 5, on remplace par un V, etc. Donc ce mode de comptabilité dont on a l'habitude avec les chiffres romains se retrouve déjà à l'époque mésopotamienne. Donc ceci est un exemple d'un travail d'écolier. On apprend aux écoliers à compter. Donc ici, c'est comment un troupeau se multiplie. Donc on a tout simplement un taureau et 2 vaches, par exemple, et à la génération suivante, on a quoi, on a quoi, on a quoi. Donc ils apprennent le calcul composé. On a la preuve que durant cette période, on savait extraire des racines cubiques multiples, enfin des racines multiples. Racines cubiques, 4e, 5e, etc. Pourquoi? Parce que soit il y a des phénomènes de multiplication composés comme ça, soit il y a le problème du rendement d'une terre. La terre, c'est 2 dimensions. Ce qu'on produit, c'est du grain qui est en 3 dimensions. Donc on passe du carré au cube. Et pour apprendre aux écoliers, aux futurs scribes et comptables des temples et des royaumes, des cités-états de l'époque, à gérer ça, on leur fait faire ce genre d'exercice que 9 personnes sur 10 prises dans la rue ne sauraient pas faire aujourd'hui. Et donc ça, c'est la Mésopotamie du 3e, 2e millénaire avant Jésus-Christ.
c'est une traduction en français d'un livre qui a été rédigé dans la fin des années 90 et qui est parfaitement remarquable sur ce sujet. Donc je ne saurais que le conseiller pour les gens qui s'intéressent à l'origine de l'écriture et notamment au rôle la relation entre écriture et comptabilité. L'argent métal. Donc l'argent métal est identifié. On a vu tout à l'heure la traduction d'un papyrus égyptien du Nouvel Empire. Ici, c'est des traductions des comptes de marchands en Assyrie, donc au nord de la Mésopotamie, enfin ce qui est proche du Kurdistan actuel en fait, où on a dans ces comptes de marchands différents échanges avec des quantités d'argent qui sont utilisées. Alors, l'unité de compte, c'est le shekel, qui est aujourd'hui la monnaie nationale d'Israël, mais qui à l'époque babylonienne, au deuxième millénaire, représente une quantité d'argent, ça vaut à peu près 8 grammes 3, 8 grammes 4, et le shekel va ensuite voyager, prendre des noms différents, et on a des rapports numériques, enfin, métrologiques, entre les mesures de Mésopotamie, celles qu'on va trouver dans la Grèce archaïque, puis dans la Grèce classique. Ceux qui s'intéressent à l'économie de la Grèce ancienne, la mine, la drachme, le talent. D'ailleurs, dans la Bible, on parle du talent aussi. Donc le talent grec provient bien d'un talent mésopotamien, parce que la Bible est essentiellement une mise ensemble de textes qui proviennent de Mésopotamie et du Levant. Donc ici, on a d'autres exemples de transactions qui utilisent explicitement l'argent métal. Alors, à un certain stade, autour du 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, on voit apparaître une standardisation de petits lingots d'argent qui ont ça ressemble un peu, pour certains cas, à des tablettes de chocolat avec les petits carrés, où on voit que ça a été produit sur un moule de petits cubes, de manière à ce que, quand c'est découpé, ces cubes aient à peu près le même poids. Certains d'entre eux sont réunis dans des sacs, probablement en cuir. Ces sacs n'ont pas laissé de traces archéologiques, mais le fait que ces petits lingots soient retrouvés dans certains sites, groupés avec un reste de sceau, qui devait donc marquer la quantité d'argent que l'on retrouve là, on a l'ancêtre direct de la pièce. Puisque la pièce, à l'origine, c'est une quantité de métal précieux avec une marque de valeur dessus. Donc là, on est très 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 proche de l'invention de la pièce elle-même. On voit bien l'intérêt de ce processus, plutôt que d'avoir à peser. Vous avez dans une transaction, vous arrivez avec de l'argent métal, il faut peser, puis il faut vérifier la qualité de l'argent métal aussi. On a des textes assyriens où on parle de la qualité de l'or et de l'argent, très précisément, où l'or est désigné par 4 ou 5 termes différents en fonction de sa pureté, et dans la manière dont il peut être mélangé de cuivre, parce que de l'or mélangé de cuivre, ça devient plus rouge. Donc on a des pierres de touche ou d'autres méthodes de vérification qui permettent d'avoir une relativement bonne précision. On s'aperçoit par exemple que les monnaies athéniennes du 6e, 5e siècle sont à 99% pures en argent. Donc il y a vraiment une insistance sur la qualité du métal qui est utilisé. Donc, concernant maintenant la manière dont l'or et l'argent vont représenter un symbole de richesse, un objet désirable avant d'être monnaie, on en a des témoignages. Celui-ci est, je crois, le plus ancien, la tombe de Varna, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure dans la voiture, qui date du 4e millénaire, ça vient de Bulgarie. C'est une tombe très riche, il y a beaucoup d'objets en or à l'intérieur. On a donc une démonstration que, parallèlement à la Mésopotamie, dans l'Europe, entre guillemets, barbare, on assiste à l'émergence des métaux précieux comme un symbole de richesse. Et donc, de manière future, on pose bien les jalons de la monnaie. Donc, l'usage de la monnaie, les premières pièces, je ne parle pas de l'Inde, de la Chine, parce qu'on y serait encore demain matin, mais il y a des traditions monétaires parallèles et très différentes, notamment en Chine. Donc, je reste dans l'espace Orient-Méditerranée. Les premières monnaies frappées ou coulées, en tout cas celle-ci était frappée dans l'espace Orient-Méditerranée, ça provient de Lydie, qui est un petit royaume à l'ouest de l'Asie mineure, à l'ouest donc de la Turquie actuelle. On peut se poser des questions sur pourquoi la monnaie, pourquoi on n'aurait pas pu rester avec des fragments d'argent standardisés dans des petits sacs avec un sceau.
La monnaie, après tout, n'est pas beaucoup plus facile à produire, et puis il peut y avoir de la fausse monnaie, elle peut ne pas être pure, elle peut avoir été fabriquée par quelqu'un qui a imité l'image, mais ce n'est pas la vraie monnaie avec la bonne quantité d'or ou d'argent. L'origine même de la monnaie reste assez obscure. Hérodote nous dit que la monnaie a commencé en Lydie, et c'est vrai, et il continue en disant parce que ce sont les Lydiens qui ont inventé le commerce de détail. Ça, c'est pas vrai. On a plein d'évidences de commerce de détail en Égypte, en Mésopotamie, bien avant. Mais il est intéressant qu'au VIe siècle, donc un siècle plus tard, au 5e siècle, Hérodote, parce que la monnaie date de la fin du 7e, donc à 150 années près, Hérodote a une relation dans son esprit entre la pièce et le commerce. L'explication économique traditionnelle, c'est de considérer qu'on a abaissé les coûts de transaction. C'est plus facile quand on fait confiance dans une pièce que de devoir tout le temps peser, vérifier, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne vérifie pas, ça ne veut pas dire qu'on ne pèse pas. Sur les marchés grecs, on a l'agora et on a l'agoranum, qui est une autorité sur ces marchés, et quand on a un doute sur une monnaie, on va le voir. Et on a des traces de procès à Athènes, on retrouve dans les discours de Démosthène ou dans des inscriptions, où on a des lois athéniennes avec la preuve qu'il y avait de la fausse monnaie qui circulait, et donc un problème de confiance. Néanmoins, ça reste l'explication la plus traditionnelle. Maintenant, l'Empire perse s'en passe pendant longtemps. L'Empire perse met très longtemps à fabriquer de la monnaie. On peut penser que l'existence de la pièce a à voir aussi avec le morcellement politique de la Grèce. Avec des toutes petites cités-États les unes à côté des autres, l'absence d'une autorité centrale, comme l'empereur perse, le roi des rois perses, il y a un manque de confiance dans la cité d'à côté, avec qui on fait la guerre un peu tous les 2 ans, on fait une petite bataille. Donc il y a un manque de confiance, et l'idée d'avoir la marque de la cité avec une métrologie qui est affichée et qui est légalisée, je crois que le morcellement joue un rôle. C'est pas un hasard si la monnaie est née en Grèce et pas en Perse, où les Perses n'en ont pas besoin parce qu'il y a une autorité centrale et qu'on assure un système de poids et mesure d'un bout à l'autre de l'Empire. Donc la monnaie se répand à partir du VIe siècle. Elle se répand d'abord grâce à la conquête d'Alexandre dans tout l'Empire perse, grâce au commerce grec à travers la Méditerranée et l'Europe, et elle est adoptée à peu près universellement. Quand on arrive à la période romaine, parce qu'on y arrive maintenant, la pièce frappée, c'est l'instrument monétaire par défaut. Ça ne veut pas dire que les Romains ne connaissent pas le métal pesé. Les textes de loi romains, que ce soit dans le digeste, que ce soit dans les codes justiniens, théodosiens, etc., dans les textes de loi ou dans des anecdotes de Cicéron, de Pline ou autres, on trouve des traces par-ci par-là qu'on pouvait avoir des lingots dans sa cassette, enfin dans son arca en latin, sa petite réserve monétaire. Et on a la preuve dans les textes de loi que des gens gardaient des pièces et des lingots. Maintenant, pour les transactions, la pièce s'impose très clairement à la fin de la période hellénistique, à la période romaine, et se répand, et on monétise, à travers l'expansion de l'Empire romain, on monétise définitivement des zones qui étaient probablement sous-monétisées. Enfin, la Gaule était déjà monétisée, mais elle le sera encore plus, et on monétise les territoires germains, et on trouve d'ailleurs énormément de trésors romains, jusqu'en Ukraine, en Pologne. Donc il y a une répartition très vaste de la monnaie romaine. On le trouve aussi en Afrique, au sud du Sahara, dans certains cas. Bon, système monétaire romain, maintenant. Comment ça marche ? On a une monnaie d'or, une monnaie d'argent et des monnaies fractionnelles en bronze. C'est un système qui ressemble terriblement au système que nous avions en France jusqu'en 1914, aux États-Unis jusqu'en 1933. C'est à l'époque où il y avait les talons or. Évidemment, ils n'ont pas de billets de banque. Mais si vous mettez l'exception des billets de banque, qui de toute façon, dans l'Europe moderne, devaient être couverts par des réserves métalliques, les billets de banque étaient échangeables. Regardez des dollars du 19e siècle ou des francs du 19e siècle, c'est marqué que ça peut être échangé, c'est garanti. Avec un billet de 20 francs, vous allez dans une succursale de la Banque de France, quelque part, et on vous donne une pièce de 20 francs or. Donc ce système romain va en réalité dominer, à quelques exceptions près, tous les systèmes monétaires occidentaux. Quand je dis occidentaux, c'est un continuum. L'Occident, le monde islamique, le monde byzantin et le monde indien, parce que le monde indien est rattaché à l'islam et avait déjà sa tradition monétaire. On peut considérer qu'on a un continuum fonctionnel et culturel de l'Espagne jusqu'en Asie du Sud-Est.
Donc le mot occidental n'est pas juste en réalité, c'est un système quasiment eurasien, mais il faut faire exception du monde chinois qui lui fonctionne sur des systèmes extrêmement différents. Alors, on va s'attaquer à 3 empereurs, et c'est qui est le cœur de ce que nous faisons ce soir. Donc on va commencer par mon empereur favori, Néron, j'adore Néron. Aucune preuve qu'il ait persécuté les chrétiens, d'ailleurs, ça fait partie des images épinales de Néron. Or, certes, il a poussé sa femme enceinte dans l'escalier, elle est morte, et il a fait tuer sa mère. Bon, donc il a quand même quelques éléments à son passif, mais on dira que Constantin, qui est révéré comme le premier empereur chrétien, a fait exactement la même chose, puisqu'il a tué un fils et une de ses femmes. Au moins, dans le cas de Néron, c'était accidentel, et pour sa mère, on peut supposer qu'il avait des raisons pour cela, qu'elle voulait vraiment prendre le pouvoir. Elle avait d'ailleurs, pour faire monter son fils au pouvoir, fait tuer son mari et un fils de son mari, donc elle n'était pas sans coup d'essai non plus. Donc pour Néron, l'histoire étant écrite par les vainqueurs, la tradition lui est hostile. Maintenant, on s'aperçoit que Néron a procédé, enfin sous son règne, il y a eu des réformes monétaires et fiscales de plus haut intérêt, et qu'il était populaire auprès du peuple. Donc quand on est populaire auprès du peuple, dans ce genre de régime impérial oligarchique, on n'est pas populaire auprès des classes dirigeantes. Alors, donc les gens qui écrivent l'histoire, c'est Tacite, c'est Suétone, c'est Pline, et ces gens-là sont très très riches, sont des grands propriétaires terriens, et donc n'ont pas apprécié, généralement n'apprécient pas les populistes. Et Néron en était un. Donc ici, on a 2 monnaies, une monnaie avant et après sa réforme, on ne voit pas la différence, puisque l'une a à peu près 100% d'argent métal dans son contenu, l'autre autour de 80%, ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est quand même très intéressant de voir qu'est-ce que Néron va faire. Donc quand Néron arrive au pouvoir, il est à la tête d'un empire qui a un certain nombre d'ateliers monétaires. Alors ici, je mets tous les ateliers monétaires qui ont été actifs à travers les siècles de l'Empire romain. Ça ne veut pas dire que tous l'étaient à l'époque de Néron. Il faut faire une différence entre les ateliers impériaux, donc qui produisent la monnaie, j'allais dire la monnaie banque centrale. Mais bon, j'ai failli déraper là-dessus, mais au fond c'est vrai, c'est la monnaie impériale, c'est la monnaie centrale, et elle est émise dans 2 grands ateliers, Rome et Lyon. Il y a aussi des ateliers monétaires à l'Est, qui vont produire des monnaies, ce qu'on appelle provinciales, notamment Alexandrie, Antioche, mais il y a aussi la Odyssée, il y a 4 ou 5 ateliers importants, Pergame, qui produisent des monnaies pour les régions orientales, et qui sont des monnaies inspirées de la métrologie, de la pratique grecque. Et ensuite, on a plein d'ateliers civiques. Rome laisse des dizaines de villes, et à un moment donné, au début du IIIe siècle, on aura jusqu'à 300 ou 350 petits ateliers monétaires de villes qui font leur propre petite monnaie dans leur coin. Et donc, Rome laisse énormément d'autonomie, en réalité, aux populations qu'elle conquiert. Il y a des révoltes, c'est pas toujours facile, mais une fois qu'on a accepté d'être romain, de faire partie de l'Empire, on a son autonomie locale, on gère sa fiscalité locale, et puis a priori, c'est une des rares périodes de paix du monde orient-méditerranée, sans aucun rapport avec l'actualité actuelle, mais bon, l'Empire romain a assuré 3-4 siècles, où finalement on mourait rarement de morts violentes, et même l'armée romaine que l'on révère, a priori, mobilisait moins de 20% de la population. Donc c'est un système qui a été politiquement très efficace et a assuré la paix sur une région qui n'a plus été ensuite. Je veux dire, en paix. Donc, après ce plaidoyer pour Rome, ici, c'est le poids en argent de 25 denarii, donc 25 deniers romains, et la réforme de Néron, alors, on voit le point orange, oui, ça c'est Marc-Antoine, donc Antoine et Cléopâtre, il avait quelques soucis, puisqu'il faisait la guerre à Octave, et que ça ne se passait pas très bien pour lui, donc il a dévalué sa monnaie, il a enlevé de l'argent de sa monnaie pour en produire plus et payer ses troupes. Bon, ça a mal fini, Actium, et puis il s'est suicidé avec Cléopâtre aussi, en 30 avant Jésus-Christ. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est la période qui nous intéresse ici, c'est la dévaluation de Néron, que l'on voit là, où la quantité, donc là c'est le poids en argent métal, de 25 pièces de monnaie impériale, où l'on voit qu'effectivement on est passé de presque 100 grammes à autour de 70 grammes. Donc on passe de presque 100% de contenu argent à un contenu plutôt de 80%. Donc Néron fait cette réforme. Alors, pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il manque d'argent métal?
c'est pas forcément évident. Est-ce qu'il y a des modifications du prix entre l'or et l'argent? Est-ce qu'il y a un problème financier? Est-ce qu'il y a une crise économique dans l'Empire? Bon, les sources ne sont pas claires sur la question. Alors, ce qui est intéressant, par contre, alors ici, c'est le nombre de deniers par année de règne qui sont conservés. Alors, l'ANS, l'American Numismatic Society, est à l'origine d'une initiative qui s'appelle OCR en anglais, Online Coins of Roman Empire, où nous avons réuni, à titre volontaire, plus de 50 collections, généralement publiques, qui nous ont donné toutes les données concernant les monnaies romaines dont elles disposaient. Et ça nous permet de réunir, nous avons actuellement, je pense, près de 200 000 monnaies dans cette base de données. Donc pas des monnaies de marchands, pas de monnaie d'échange, pas de monnaie aux enchères, c'est vraiment que des collections publiques. Il y a la BN, la BM, la Schmolean, nous, etc. Et ici, c'est le nombre de monnaies qui ont survécu par empereur. Et monnaie d'argent, ce qui est intéressant, c'est que Néron, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pas parce qu'il y a une... Alors Néron, quand il meurt, il est damné comme Caligula, comme il y a certains empereurs, il y a ce qu'on appelle une damnatio memoriae, où, comme il a été un mauvais empereur, en tout cas pour la classe dirigeante, on damne son héritage, et dans certains cas, les monnaies sont enlevées de la circulation. On a l'évidence pour Caligula. Les monnaies de la fin du règne de Caligula disparaissent. On en parlait d'ailleurs dans une réunion tout à l'heure à Iramat. Ce n'est pas le cas pour Néron. Et on sait que ce n'est pas le cas parce qu'on a plein de monnaies d'or qui ont survécu. Et en Égypte, on a énormément de monnaies émises par Néron qui survivent pendant un siècle et demi. Donc ces monnaies ne sont pas enlevées. Ce qui veut dire que si on a assez peu de monnaie d'argent, c'est que Néron fait une réforme du monnayage d'argent et quelque part, il n'en profite pas. Donc il y a quelque chose d'un peu étonnant. Alors il y a différentes questions qui se posent à ce moment-là. Il est possible qu'il y ait un épuisement progressif des mines d'argent. Donc ça, c'est un petit peu ancien, ça date de 1990, il y a eu beaucoup de découvertes depuis, mais ça a quand même le mérite de donner une carte des principales mines telles qu'on les connaissait à l'époque. Les grandes mines d'argent sont en Espagne du Sud, on en a un petit peu dans les Balkans, celles de Grèce sont presque épuisées à cette période, et on a quelques témoignages, enfin, si on en croit Pline ou certains des témoignages ultérieurs, ou alors les trouvailles archéologiques, le nombre de sceaux qu'on a trouvés, le nombre de poteries qu'on a trouvées, etc. Il semblerait que l'Espagne devienne moins active en tant que ressource minière d'argent au IIe siècle plutôt qu'au Ier. Ça veut pas dire qu'il n'y avait plus d'argent, mais ça veut dire que par rapport à la technologie de l'époque, ça devenait pas rentable de l'extraire. On a beaucoup de mines modernes. Il y a une compagnie aujourd'hui qui s'appelle Rio Tinto, qui est cotée à Londres, qui s'est établie sur un lieu qui s'appelle Rio Tinto, qui était une mine romaine. La mine romaine a été abandonnée, et à un moment donné, a été remise en exploitation. Le Lavrion, en Attique, donc près d'Athènes, qui fournissait tout son argent métal à Athènes, l'exploitation a cessé, et à un moment donné, au XIXe siècle, une société franco-grecque a recommencé l'exploitation. Pourquoi? Parce qu'on a découvert la dynamite, parce qu'on a des moyens pour creuser avec la machine à vapeur, etc. On sait creuser, on sait apporter de l'oxygène pour respirer dans des galeries profondes. On sait aussi mieux raffiner le métal. Donc un minerai d'argent où il y aurait 0,1 ou 0,2% d'argent dans la galène d'argent, c'est pas rentable pour les Romains, alors que ça peut l'être pour nous. Donc il est possible qu'il y ait eu une baisse de la productivité au sens de la rentabilité antique de ces mines. Au niveau maintenant de la pollution au plomb, dans les glaces du Groenland, on a effectivement une baisse tout au long du IIe et IIIe siècle par rapport au pic de la fin de la République ou du début du Haut-Empire. Donc on a le sentiment d'une certaine baisse de la production, en tout cas je ne veux pas dire de la production de monnaie, mais en tout cas de l'extraction de métal. Parce que la production de monnaie ne crée pas forcément du plomb. Je parle devant des experts. Par contre, l'extraction, oui. Le processus de purification des galènes au plomb ou autres va entraîner une pollution au plomb dans l'atmosphère. Par contre, recycler une monnaie d'argent existante, la fondre et en faire une autre, n'est pas en soi producteur de pollution au plomb. D'où le fait qu'on puisse avoir une baisse de cette pollution sans forcément une baisse de la production monétaire. Alors ce que fait Néron en même temps, et ça c'est intéressant, il dévalue parallèlement la monnaie impériale et les monnaies
orientale. Donc ici, on voit celle de l'Égypte, qui est la principale monnaie provinciale, et l'idée qu'on a bien une réforme parallèle. Alors elle se passe un tout petit peu avant en Égypte, mais au fond, c'est la même décision où on retire du matériau d'argent des monnaies qui circulent. Et on ne crée pas d'inflation. C'est ça qui est intéressant. La titre de ma présentation, c'est monnaie et inflation, mais là, c'est monnaie et pas d'inflation. On a ici un graphique des prix du blé en Égypte pendant l'ensemble du 1er siècle, ici entouré de rouge. Il n'y a pas de tendance à la hausse. Alors, il y en aura une plus tard. Mais là où je me situe aujourd'hui, Néron, c'est là, 65. Il n'y a pas de hausse des prix en Égypte. Et de par ce qu'on peut en savoir ailleurs, les prix impériaux restent aussi relativement stables. Donc, que fait Néron? En réalité, on introduit de la fiducie dans la monnaie. Jusqu'à cette époque-là, on avait confiance dans la pièce, parce que la pièce, était une quantité de métal précieux avec une marque dessus. À partir de Néron, on s'aperçoit que, alors peut-être parce qu'il y avait une certaine insuffisance de l'approvisionnement en argent, il y a eu une raison qui a stimulé cette réforme, mais on essaye une réforme. Et on se dit, je vais baisser la quantité d'argent et voir ce qui se passe. On le fait, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que il y a une confiance dans le système monétaire qui est en place depuis des décennies et des décennies, et on a toujours des pièces qui se ressemblent. Rappelez-vous la première photo que je montrais tout à l'heure avec une pièce d'avant, 64, c'est en 64 la réforme, et une pièce d'après, on ne voit pas la différence. Ces pièces sont acceptées en paiement des impôts. Or, l'acceptation fiscale, c'est bien l'ultime marque de crédibilité d'un système monétaire. L'État romain paye avec ces pièces au même tarif qu'avant. Par conséquent, ces pièces vont circuler indifféremment. On va avoir progressivement une disparition dans les trésors des monnaies anciennes à taux d'argent plus élevés, mais pas immédiate. Effectivement, il va y avoir un choix, il va y avoir un tri, mais il est lent, il n'est pas instantané. Alors qu'en Inde, par exemple, grâce au commerce, il y a un commerce très actif entre le monde romain et l'Inde, on a trouvé des milliers de monnaies romaines en Inde. Les Indiens, eux, font des choix. Les monnaies sont beaucoup plus fréquentes avant 64 qu'après 64. Parce qu'en Inde, elles étaient valorisées par rapport à leur contenu de métal précieux. À Rome, elles sont monétisées en fonction de leur notionnel, donc de l'autorité qui frappe ces monnaies. C'est bien le concept de la fiducie, de la monnaie fiduciaire. Bon, on va franchir un peu plus d'un siècle. Et nous situons maintenant sur Marc Aurèle, donc le dernier des bons empereurs, hein, les Antonins, hein, ceux qui se rappellent des cours de collège à l'époque où on enseignait encore ces choses-là. Il y a les 4 bons empereurs, et puis Marc Aurèle est le dernier à ne pas mettre en place un empereur adoptif, mais à mettre en place son fils, Commode. Commode a été popularisé par le film Gladiator il y a quelques années, avec évidemment plein d'erreurs. Le film et la réalité ne correspondent pas vraiment. Et ces 2 monnaies de Marc Aurèle sont des monnaies égyptiennes, je les ai prises volontairement, parce qu'elles ont une quantité d'argent qui est assez différente. Et on peut dire que c'était probablement relativement visible cette fois-là, que la baisse de la quantité d'argent dans les monnaies a été plus forte que ce qu'avait fait Néron. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe sur Marc Aurèle. Donc voilà, Marc Aurèle. C'est colonne de Marc Aurèle à Rome. Mais Marc Aurèle se trouve dans une situation qui est beaucoup plus compliquée que Néron. Alors même si Néron a été finalement renversé par une guerre civile, au moins à l'époque de Néron et ensuite, il n'y avait pas trop d'invasions extérieures. Rome était encore en relative expansion. À l'époque de Marc Aurèle, l'expansion romaine date du passé, c'est terminé. Les dernières conquêtes de Rome, c'est au début du IIe siècle, on est 50 ans plus tard. Et la pression militaire sur les frontières s'accroît. Donc les barbares, alors je ne sais pas si c'est bien de les appeler barbares, parce qu'il y avait des gens tout à fait sophistiqués dans le monde barbare, les barbares ont appris des Romains. Ils ont appris des méthodes de combat, ils ont souvent servi dans les armées romaines, beaucoup d'entre eux parlent le latin d'ailleurs. Arminius, celui qui est responsable de ce massacre de légions romaines en Allemagne du Nord, Arminius c'est un nom romain, pourquoi? Parce qu'il avait passé plusieurs années à Rome.
Donc on a Rome face à elle, des gens de plus en plus sophistiqués et efficaces, redoutables, et qui se disent, ils vivent plutôt bien, là, au sud, on a envie d'une part de ces richesses. Et soit on s'engage dans l'armée romaine, on est payé, mais bon, on n'est pas si bien payé que ça, soit finalement on est peut-être capable de les battre. Et on assiste à l'émergence de confédérations de peuples de l'autre côté de la frontière romaine, et qui partent vers une véritable entreprise, pas forcément de conquête à ce moment-là, mais en tout cas de pillage. La pression, alors, ça va se généraliser au IIIe siècle, bien sûr, mais la pression est à la fois sur la frontière des Balkans, sur la frontière danubienne et sur la frontière du Rhin. Dans le même temps, Marc Aurèle et son co-empereur, Lucius Verus, qui va mourir un peu prématurément, continuent à mener des guerres contre l'Empire parthe, que vous voyez à droite, donc en Orient, qui est le successeur de l'Empire perse. Voilà, ça c'est l'Empire parthe. Et donc vous avez des guerres régulières entre les deux empires, et en plus de ça, des combats vis-à-vis des barbares d'une intensité qui n'existait pas auparavant. Les règnes précédents avaient été très calmes, Trajan, Antonin, Hadrien. C'est donc quelque chose d'assez nouveau. En même temps arrive la peste antonine, donc qui a priorité la petite vérole. Donc la peste antonine, là aussi, les historiens sont toujours devant des interprétations qui sont parfois divergentes. Est-ce que la moitié de la population romaine est morte, ou un tiers, ou 10%? Il n'y a pas forcément un consensus là-dessus, parce que beaucoup de textes peuvent être interprétés. Il faut bien savoir qu'un texte ancien qui parle de chiffres n'est jamais crédible. Hérodote vous dit qu'il y avait 1,5 million d'hommes dans l'armée perse qui a envahi la Grèce en 490. Il n'y a aucune possibilité que la Grèce classique de 490 aurait pu nourrir 1,5 million de types avec les chevaux, les ânes et les mulets qui traînent derrière, et disent les textes, leurs concubines, esclaves et autres. Donc on parlerait de 3 millions d'êtres vivants à nourrir sur le sol de la Grèce antique qui n'était pas vide, et qui avait des méthodes agricoles qui n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Donc les chiffres antiques représentent très souvent des exagérations phénoménales. Donc quand on entend dire qu'il y a eu tant de morts, voilà, la moitié de Rome est morte, etc., on peut avoir une distance par rapport à ces textes anciens. Néanmoins, il ne fait nul doute, du fait de la convergence des sources, que quelque chose s'est produit à ce moment-là. Donc on a l'arrivée à peu près simultanée d'une crise militaire de grande envergure, avec une épidémie probablement substantielle, même si on n'arrive pas à s'en faire une idée quantitative. Mais ça arrive au même moment. Donc la vue un peu ancienne, là je reproduis un graphique qui doit dater des années 90, avant que des gens très scientifiques comme les gens d'Iramat fassent plus d'analyse, mais enfin, il n'y a pas qu'Iramat, il y a aussi des labos en Angleterre ou ailleurs qui travaillent sur des sujets identiques. Mais en tout cas, on pensait que la monnaie impériale et la monnaie égyptienne s'étaient effondrées en termes de quantité d'argent, qu'il y avait une dévaluation parallèle, et que ça avait entraîné l'inflation. Donc l'inflation, je pointe là la première ligne, wheat c'est blé en anglais, où on a des prix jusqu'en 160 autour de 7, 8 drachmes à l'artable. L'artable est une mesure de blé, enfin c'est 40 litres et des poussières, donc c'est une ancienne mesure égyptienne. Et quand on passe la barrière des années 180, 190, les prix doublent. Donc on a quelque chose qui finalement est très simple. La monnaie perd la moitié de sa quantité d'argent, donc il y a une vraie dévaluation, il y a une crise économique. On manque de métal, on a besoin de payer les troupes, c'est la crise. En même temps, on a peut-être moins de producteurs parce que les paysans sont morts. Enfin, je fais un tableau peut-être simplifié, mais qui correspond à ce qu'on a pensé pendant un certain temps, et qui n'est pas forcément sans vérité du tout. Hein, mais disons, je simplifie la pensée d'il y a 30 ans. Et donc, les prix doublent parce que, déjà, comme il y a moins de producteurs, il y a de la demande, en même temps, l'argent a dévalué, donc tout le système de prix s'envole à travers l'Empire. Là, je continue avec un autre tableau qui montre, là aussi, la manière dont les prix en drachmes par artable passent d'une moyenne de 8-9, et puis, dans les années 190, et après, plus tard, on passe à 12, 16, 18, donc à peu près un doublement. Et ici, une représentation graphique plus récente, mais qui dit encore une fois la même chose.
Là, j'ai pris quelques graphiques. On a ici une vision plus dynamique, où on voit l'évolution des prix sur 1er, 2e et 3e siècle. Et effectivement, l'idée qu'au 1er siècle, les prix sont très stables, et qu'on a une croissance des prix au 2e, et qui semble culminer vers la fin du 2e siècle, donc au moment de cette réforme monétaire. Bon, je pense qu'on a une réalité qui est en fait un peu plus complexe. D'abord, nous n'avons aucune preuve que la hausse des prix en Égypte implique une hausse des prix dans le reste de l'Empire. Et je pense que c'est une erreur que énormément d'historiens jusqu'aujourd'hui font, y compris dans des ouvrages qui sont sortis récemment. On a très peu d'informations sur les prix impériaux. Pourquoi ? Parce que les Romains écrivaient tout sur des papyrus. Or, les papyrus, ça ne se conserve pas dans un milieu humide. Donc, il y a très peu de papyrus qui ont survécu en Gaule, en Italie ou ailleurs. Sans compter que les archives impériales à Rome, elles ont été brûlées au moins 10 fois. Le sac d'Alaric, celui de Genséric, le sac de Rome plus tard au XVIe siècle par le connétable de Bourbon, et puis il y a eu d'autres pillages avant. Donc Rome a été brûlée suffisamment de fois pour qu'il n'y ait pas grand-chose qui ait pu survivre des archives antiques. Par contre, l'Égypte, c'est très différent. L'Égypte a 2 avantages. Le premier, c'est qu'elle s'est asséchée, donc des zones qui étaient très cultivées pendant l'Antiquité l'ont été moins ensuite, donc des papyrus sont restés dans le sable. L'autre avantage, oui, enfin, en fait, c'est un climat sec, le sable conserve, et là où on avait des villages qui étaient prospères, ces villages ont cessé d'être prospères, notamment dans le Fayoum, où tout un tas d'endroits où on sait qu'on cultivait, on a trouvé des traces, on a trouvé des ruines, on a trouvé des papyrus, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, sauf du sable. C'est génial pour nous, pas forcément pour les habitants de l'époque, parce qu'on a des papyrus au 3e, 4e siècle qui montrent au contraire que ces communautés ont vécu un vrai drame, les gens devaient abandonner leurs terres, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien, donc on a vraiment une crise économique, mais en tout cas pour nous, on a retrouvé tous ces matériaux. Mais le résultat, ça veut dire qu'à part les sources littéraires et les inscriptions, donc ce qu'on appelle les sources épigraphiques, les monuments gravés, probablement 90 ou 95% des mots qui nous proviennent, MOTS, pas MAUX, des mots qui nous proviennent de l'Antiquité, ont été écrits sur des papyrus. Ce qui veut dire que toutes ces informations sont égyptiennes. Et qu'est-ce qui se passe si l'Égypte ne retrace pas exactement ce qui se passe ailleurs dans l'Empire ? Donc, faute de papyrus ailleurs ou d'inscriptions précises sur les prix ailleurs, nous avons quand même des indices relativement forts que cette inflation égyptienne n'est pas généralisée. Donc ici, on a des fondations alimentaires. Je ne peux pas rentrer dans les détails, et puis leur tourne, on a lundi soir, enfin quoi qu'il ne pleut pas dans la salle, donc au moins ici c'est sec. Mais en Italie, au début du IIe siècle, ces fondations alimentaires, c'est de l'argent qui sont mis par des gens assez aisés pour nourrir les enfants de leur cité, ce qu'on appelle l'évergétisme, qui provient du grec. Il y a donc beaucoup de générosité privée dans un monde où il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de système de retraite, il n'y a pas un budget de l'État qui nourrit les gens ou qui les soigne. Donc beaucoup de choses dépendent de la générosité de personnages riches qui prennent en charge ce que l'État fera plus tard, à notre époque par exemple. Donc on a ces fondations alimentaires et les enfants masculins légitimes, oui c'est un peu moralisateur, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas né dans le cadre du mariage, il reçoit moins d'argent. Bon, c'est la manière dont les Romains voient les choses, mais je pense que nos ancêtres, il y a un siècle, auraient vu à peu près les choses de la même manière, donc c'est pas impensable que cela, reçoivent 16 sesterces par mois. En Afrique romaine, 60 ans plus tard, ils reçoivent moins d'argent. Alors oui, peut-être en Afrique, les prix étaient un peu plus bas qu'en Italie, mais d'une part, c'est pas l'Italie autour de Rome, là. On est au nord des Apennins, dans une zone qui était plutôt pauvre, donc où les prix étaient certainement beaucoup plus bas qu'à Rome même, ou dans les environs de Rome. Et quant à l'Italie romaine est très prospère. L'Italie exporte du blé, de l'huile d'olive, du vin, etc. On trouve des céramiques italiennes partout. C'est le fait que les tarifs soient plus bas en Afrique qu'en Italie 60 ans plus tard, en tout cas, ne plaide pas pour un monde généralement inflationniste. Ou alors, ces donateurs africains n'ont vraiment pas été généreux. On a ensuite d'autres témoignages sur le prix du blé. Alors, le prix, c'est le modius. Alors, le modius, c'est 8 litres et demi environ. C'est une mesure volumétrique latine. C'est 2 à 3 sesterces en Sicile sous Cicéron. Et au début du IIIe siècle, nous avons un prix de 4 sesterces. Or, il y a quasiment 3 siècles entre les deux. Ce n'est pas de l'inflation. Enfin, qu'un prix monte de 33% en 300 ans,
C'est une inflation de 0 point quelque chose par an. Il n'y a pas d'évidence inflationniste ici. Les distributions en numéraire que l'on retrouve dans des legs, donc un bourgeois un peu aisé va mourir, il va faire une donation aussi à ses concitoyens. Les tarifs qu'on retrouve sont stables autour du 2e et du début du 3e siècle. Or certes, le salaire des militaires monte, mais ça c'est différent, les militaires ont les moyens de faire pression sur le système. De temps en temps, les militaires se révoltent, menacent le pouvoir, voire réussissent. Et donc quand un empereur est mis en place par l'armée, comme disait Septime Sévère à son fils, pour régner, mon fils, enrichis les militaires et tu te fiches du reste. C'est une citation qui est reprise par Dion Cassius de Septime Sévère, son lit de mort. Donc les militaires ont un moyen de pression sur le pouvoir. Et là, effectivement, eux, leur salaire augmente. Mais c'est pas en soi, ça a été considéré comme une preuve d'inflation, mais il n'y en a pas. C'est en réalité une preuve de l'effet de levier qu'ils ont sur le pouvoir. Et donc de la manière dont ils arrivent à se placer mieux dans l'échelle de la richesse. En réalité, bon là, je regarde les petites dénominations, la petite monnaie, les cadrans. C'est un cadran, c'est un 16e de sesterces. C'est vraiment quelques cents aujourd'hui. On voit la production de petites monnaies par empereur. Il y a probablement une hausse très progressive et un enrichissement très progressif au niveau impérial. On s'aperçoit qu'effectivement, à partir du milieu du IIe siècle, donc après Antonin, il y a assez peu de petites pièces qui sont produites. Donc, oui, il y a probablement une hausse lente des prix, mais rien qui puisse faire penser à une discontinuité telle que celle qu'on voit en Égypte. Donc maintenant, je reviens au denier impérial, le denarius. Donc, on va se remettre à peu près à la période de Marc Aurèle. Voilà, là on est après sous Marc Aurèle. Et il n'y a pas, voilà, c'est ici, il y a une certaine dégradation de la quantité d'argent dans la monnaie, mais il n'y a pas cette forme de division par deux, ou presque deux, que l'on a dans les tétradrachmes alexandrins, donc dans la monnaie provinciale d'Égypte. Alors quand on compare, donc ça maintenant c'est des analyses relativement récentes des monnaies égyptiennes, donc ça c'est les monnaies au début du règne de Marc Aurèle, ici c'est fin du règne de Marc Aurèle et son fils Commode, on a effectivement à peu près une division par deux de la quantité d'argent dans ces monnaies. Donc là, effectivement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, mais qui, a priori, ne se répercute pas dans le reste de l'Empire. On a, contrairement à l'époque de Néron, où on avait fait quelque chose de global, et a priori, pas forcément du fait d'une crise majeure, ici, on a une crise majeure, et on fait quelque chose qu'en Égypte. D'ailleurs, on le voit maintenant, je compare la quantité d'argent de 25 dénarii impériaux avec l'équivalent en tétradrachme. Un denarius vaut un tétradrachme. Un drachme, c'est la monnaie de Grèce. Enfin, c'était la monnaie de Grèce jusqu'à l'euro. Un tétradrachme, c'est 4 drachmes. 4 drachmes valent un denarius, c'est le système de change. Et la quantité d'argent métal dans l'équivalent tétradrachme du denier n'est pas du tout la même. On a un véritable décrochage. Quelque chose qu'on ne voyait pas sous Néron. Je ne sais pas s'il y avait un slide que j'avais montré vers le début, où on voyait que c'était parallèle. Ici, ce n'est pas parallèle, c'est un décrochage. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? Alors, là aussi, ce n'est pas vraiment, documenté. On est dans le domaine des conjectures. Mais on s'aperçoit sous Commode, il y a des émissions importantes d'argent sous Commode, enfin de monnaie, en Égypte. Mais c'est une monnaie dévaluée. Donc, on peut soupçonner que le pouvoir impérial est allé remplacer les monnaies de meilleure qualité qui étaient d'avant Commode, pour les remplacer par ces monnaies de plus basse qualité. Et au passage, on passe d'une monnaie qui a 15-20% d'argent à une monnaie qui en a entre 5 et 10. Au passage, on récupère de l'argent métal. Or, ça a un coût. C'est de la métallurgie, donc on ne claque pas des doigts pour passer de 20% d'argent métal à 5 ou 10, mais néanmoins, la récupération, étant donné la masse du monnayage égyptien, la récupération d'argent devait être relativement substantielle. Donc la question qu'on peut se poser à cette époque, c'est est-ce que le pouvoir impérial, qui cette fois-là manquait réellement d'argent métal pour son monnayage propre, n'est pas allé en récupérer aux dépens du système fermé égyptien. Le système monétaire égyptien était fermé. Il fallait changer, quand on était un marchand, qu'on allait en Égypte, il fallait changer ses deniers pour des drachmes locales. On se retrouve avec un système de change. Enfin, ceux qui ont connu les pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin, vous savez très bien comment ça se passait.
il y avait un cours de change totalement artificiel pour acheter des zlotys ou des roubles. Et quand vous étiez dans la rue, vous faisiez du change au marché noir, ça n'avait rien à voir. Donc c'était un change manipulé. On a quelque chose qui ressemble à ça, où effectivement, un denier qui contient beaucoup d'argent est échangé contre un drachme qui en contient peu, et ce qui permet au pouvoir impérial, au passage, de la même manière que l'Union soviétique le faisait en récupérant des devises fortes, de récupérer les deniers au passage et les recycler dans son système monétaire global. Et on a un indice de ça, que les gens ne sont pas stupides, ils n'ont jamais été, mais on a un indice que les contemporains s'en sont aperçus. Dans les papyrus égyptiens, à partir de l'année 192, et on le retrouve pendant tout le IIIe siècle, on voit apparaître la mention d'anciens drachmes et de nouveaux drachmes dans les prix. Donc probablement, enfin il n'y a aucune raison dans un papyrus de transaction commerciale de parler, c'est comme les anciens francs et les nouveaux francs en 1960, c'était 60, c'est ça, ou 58, 60 ouais. Les personnes âgées à une époque continuaient à parler en anciens francs plutôt que des nouveaux francs, parce qu'il y avait eu une réforme monétaire, et ça valait évidemment pas la même chose, c'était un rapport de 1 à 100. Ben, ici, si on parle d'anciens drachmes et de nouveaux drachmes, c'est que ces deux monnaies ne valent pas la même chose. Et comme il y a la tête de l'empereur et son nom sur les monnaies, c'est facile à repérer. Vous voyez marqué commode, ben vous savez qu'il y a moins d'argent métal que si vous voyez marqué Trajan ou Néron. Alors, est-ce qu'on a un ballon d'essai avec l'Égypte? Parce qu'ensuite, on a une vraie crise du système monétaire impérial, à partir de Septime Sévère et de ses successeurs, où là, on va fortement abaisser le titre d'argent de la monnaie. On va passer de 60-70% d'argent à 50% ou moins. Est-ce que Septime Sévère ne va pas s'inspirer de ce qui s'est passé en Égypte sous son prédécesseur, Commode, pour dire, bah, tiens, on va faire la même chose, mais pas tout à fait, on va pas tout à fait faire la même chose, on va pas diviser par deux, c'est trop violent, les prix ont doublé, c'est allé trop loin. On va baisser peut-être de 30% la quantité d'argent et voir ce qui se passe. Et on peut penser des ballons d'essai parce que les études récentes qui ont été faites sur ces séries monétaires, je pense aux gens comme Butcher ou Ponting en Angleterre qui ont travaillé ces sujets, on s'aperçoit que ce n'est pas stable. On va baisser le titre en argent, puis après, la série suivante va le remonter. Donc on brouille un peu les pistes pour pas que les usagers se disent « Ah ben oui, ils ont vraiment dévalué l'argent ». Donc le message est un peu brouillé de manière à préserver la confiance. Dans le même temps, l'argent est convertible en or. Il ne faut pas oublier qu'il y a un monnayage d'or qui, lui, reste assez stable. Donc on a un système d'étalons or, avec une monnaie d'argent qui devient de plus en plus fiduciaire, et a priori, un système des prix qui ne se disloque pas à ce moment. Il va se disloquer finalement, mais plus tard. Il va se disloquer, et ça va être le dernier point de ce soir, à partir du milieu et de la fin du IIIe siècle. Mais pas en tout cas à l'époque de Septime Sévère. C'est-à-dire que si ce système partiellement fiduciaire à 50% d'argent avait pu perdurer, on aurait certainement eu un système monétaire stable pendant longtemps. Bon, alors, ce système ne va pas survivre. On assiste à une dislocation complète du système monétaire pendant le IIIe siècle. Alors, le IIIe siècle, c'est aussi les invasions, c'est la division de l'Empire en petits morceaux. Il doit y avoir une quarantaine d'empereurs qui succèdent en 30 ou 40 ans. Les 90% d'empereurs meurent de mort violente, soit assassinés, soit au combat. Hier, il y a des anecdotes de gens qui ne veulent pas être empereurs. Il y a leur armée qui dit « Oui, tiens, on t'élève à la pourpre. » Et « Non, ça ne m'intéresse pas. » Et les soldats qui prennent leur... Enfin, littéralement, il y a des exemples de types qui ont été menacés pour... où tu prends la pourpre, on te fait la peau, quoi. Parce que pour les soldats, c'était une manière de s'enrichir. Si la bataille était gagnée, on s'emparait des ressources monétaires et de la richesse de l'Empire. Donc, c'est en même temps, avec les invasions, etc. Donc, l'Empire aurait dû se disloquer et terminer au IIIe siècle. C'est stupéfiant qui survivent et fassent mieux que survivre, puisqu'il y a des siècles de prospérité impériale en Orient, avec ce qu'on appelle, nous, l'Empire byzantin. Mais l'Empire byzantin, il s'appelait l'Empire romain. Donc, dans l'effondrement de ce système, les séries monétaires se dégradent. Donc, toutes ces monnaies sont issues de la collection de l'American Numismatic Society. Elles sont organisées chronologiquement. On part de monnaies de Caracalla et on évolue vers des monnaies qui avancent vers les années 270.
C'est normalement la même dénomination, c'est toujours ce qu'on appelle, nous, les Antonignani. On ne sait pas comment ils l'appelaient, parce que le denier a été doublé, il y a eu un double denier, qu'on appelle Antonignani, parce que c'est Caracalla qui l'introduit, et dans son nom, vous savez que les latins ont une tria nomina, 3 noms, et il y a Antoninius dans sa titulature, parce qu'il se raccroche à la dynastie précédente, c'est les Antonins, donc on appelle ça les Antonignani pour Antonignanus. Et donc à la fin, ces trucs-là, c'est des monnaies, elles sont affreuses, on en a des tiroirs à l'ANS, c'est des petits morceaux de cuivre illisibles, comme celle que je vous montre là, mais qui sont censées être la même dénomination. Évidemment, là, les prix vont exploser. Là, le système monétaire va vraiment se disloquer. Issu de travaux qui avaient été faits par Georges Duperrot et Dominique Hollard, des travaux anciens, mais qui restent dans l'ensemble tout à fait valables aujourd'hui, la quantité d'argent au poids, cette fois-là, l'estimation qu'on peut avoir du poids d'argent dans l'ensemble de la masse monétaire romaine. C'est-à-dire que l'argent s'enfuit. Donc l'argent va bien quelque part. On va avoir plus de bijouterie, on va avoir plus de plats en argent, on va avoir plus de lingots, mais en tout cas, cet argent métal, il sort du système monétaire. Les gens ont perdu confiance. Donc quand il y a des pièces d'argent de relativement bonne qualité, on va les fondre, on va récupérer l'argent, les donner à un orfèvre qui va en faire quelque chose, ou alors les percer, les porter en bijouterie. On a beaucoup de pièces percées de l'époque. Mais en tout cas, le système monétaire romain a perdu son métal précieux. Donc quand on arrive sous Aurélien, on a un système, Aurélien redresse l'Empire, le réunifie, il cherche à remettre en place un système monétaire qui tienne après la route. Alors, il émet un monnayage d'or, mais qui est rarissime. Je crois qu'on n'en a que 2 à l'ANS, qui est très peu. Il met en place une monnaie avec 5% d'argent, parce qu'avant, il n'avait plus du tout. Donc, il remet un peu d'argent dans le système monétaire. Et les anciennes monnaies de mauvaise qualité continuent à circuler en bas de l'échelle monétaire, en tant que fraction des monnaies de bonne qualité que l'on voit ici. Et nous arrivons, donc, Aurélien, c'est 275, nous arrivons à la fameuse tétrarchie, donc à partir des années 280-290, avec Dioclétien. Donc Dioclétien, c'est le vrai refondateur d'un système fiscal et monétaire stable, et qui, au fond, va inspirer à peu près 1000 ans d'histoire, parce que c'est ce système-là qui va, avec des variations, perdurer en Orient, mais les Arabes vont s'en inspirer. Quand les Arabes vont conquérir l'Égypte, la Syrie, l'Afrique du Nord, ils trouvent un système fiscal romain qui fonctionne très bien, ils s'en inspirent, ils le font fonctionner. En Europe, ça va continuer à fonctionner dans ce qu'on appelle les royaumes successeurs, les Ostrogoths, les Visigoths, etc. Après, au Moyen-Âge, on a je ne veux pas rentrer dans une période que je connais moins bien, mais on a une dislocation de ce système fiscal. Mais en tout cas, c'est un système fiscal qui est promis à un grand avenir, puisque de toute façon, on va s'en réinspirer quand il y aura de nouveau des systèmes qui se mettront en place dans l'Europe moderne. Donc, Dioclétien recrée une monnaie, donc monnaie d'or, une monnaie d'argent, et des monnaies fractionnaires, des monnaies divisionnaires, dont une grande monnaie, le nummus, qui contient 3-4% d'argent, pour offrir une garantie à sa valeur. Donc, comment ça se passe? Comment on retrouve du métal? Il faut bien remettre du métal dans le système. Le métal est parti. Imaginez, vous êtes habitant de l'Empire romain en 280, les pièces, c'est vraiment... Personne n'a confiance dans les pièces, c'est totalement dévalué. Vous en avez fait de la bijouterie. Donc à la maison, il y a des lingots, des plats, des couteaux, des fourchettes, des pièces percées, des jolis bracelets, des colliers, des choses et autres. Bon. Et vous avez un empereur romain qui arrive et qui dit, ben voilà, à partir de maintenant, tous les contribuables, et d'ailleurs il va y avoir un barème, on va afficher des barèmes, on va faire une réforme fiscale, tous les contribuables, à partir d'un sens, d'un recensement, qui va être à travers tout l'Empire, vont devoir, par rapport à leur richesse, contribuer à hauteur de cette richesse à nous fournir de l'or et de l'argent métal. Et on va le racheter. C'est-à-dire que ce n'est pas un impôt, on vous le rachète à un tarif imposé. Alors, un tarif imposé qui, d'après ce qu'on peut savoir, était au départ assez proche du prix de marché. C'est comme toutes les réformes fiscales, ça paraît sympa au début. Donc, ça n'a jamais changé. Donc là, on fournit de l'or et de l'argent et on se fait payer en monnaie impériale, à peu près à sa valeur de marché. De cette manière-là, en fournissant de la monnaie de bronze ou de bilon aux particuliers, on récupère de la part des particuliers l'or et l'argent. Et ce sont des quantités qui sont tout à fait considérables. Progressivement, vous voyez ce que j'ai mis en bas, les montants annuels, alors ça c'est d'après mes estimations,
ça correspond à environ 1 tonne d'or et 13 tonnes d'argent par an. C'est quand même beaucoup, et ça, c'est une province. Alors, c'est une province riche, mais quand même. Cette réintégration des métaux précieux au sein du système monétaire permet la réémission généralisée d'un système monétaire qui aurait pu être stable et durer. Alors, en réalité, bon, il y a la théorie et la pratique. Donc, d'une part, on assiste à une dégradation de la monnaie, de la petite monnaie. Le fisc impérial ne résiste pas à la tentation de faire du profit. Donc, on va dévaluer, on va accroître le pouvoir libératoire. C'est comme si vous aviez un billet de 100 € et on dit le lendemain, passez dans les banques, on va vous mettre un tampon dessus, ça vaut 200. Et donc, c'est ce qui se passe en l'an 301. Et en faisant ça, eh bien, les prix de réquisition, donc ces fameuses réquisitions d'or et d'argent, ben, ces prix-là, eux, ils ne bougent pas, ou en tout cas lentement, ils s'adaptent lentement, fait que l'État fait un profit, où cette fois-là, ben, l'or et l'argent qui est récupéré, il est à moitié, enfin, il est payé à la moitié de sa valeur environ. Ensuite, on a une guerre civile, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du IVe siècle, il y a une guerre civile pendant laquelle les différents prétendants vont un peu se faire concurrence. Et en se faisant concurrence, ils vont chacun dévaluer un petit peu de son côté, Constantin, etc. Et donc cette monnaie de bronze va finalement se dévaluer, se dégrader. Et malgré cette dégradation, on peut quand même estimer que la réforme du Dioclétien a été un succès. Elle a un succès en ce sens qu'elle réintègre l'or, donc un étalon or, dans le système monétaire romain. On peut le voir statistiquement par rapport au nombre de monnaies disponibles par règne, ou plutôt par année, où on revient à 10, ici, toujours dans Hawker, on revient à 17 spécimens par an, donc une moyenne du Haut-Empire, par rapport aux guerres civiles. En plus, qui était à 14. En plus, on peut considérer que ces statistiques sont biaisées. Parce que qu'est-ce que vous faites pendant la guerre civile? Vous cachez votre or et votre argent, parce qu'il y a des invasions, il y a des barbares, voire même des troupes impériales qui sont prêts à piller votre ferme pour prendre votre argent. Hein. Les troupes impériales, ce n'étaient pas des enfants de cœur non plus. Il ne faut pas imaginer des gens qui se tiennent bien, qui arrivent chez vous, je vous prie. Non, on a plein, archéologiquement, de preuves au IIIe siècle d'endroits qui ont été brûlés, de morts violentes, etc. Donc on enterre son argent et son or. Et puis, quand, avec un peu de chance, on meurt, eh bien, ces monnaies sont plus tard retrouvées en tant que trésors par les archéologues d'aujourd'hui. Mais au IVe siècle, on meurt moins de morts violentes, ce qui veut dire qu'il y a plus de chances que ces monnaies soient recyclées par le fisc. Le fisc récupère ces monnaies au niveau des impôts, les fonde et en fond d'autres. Ce qui veut dire que le fait qu'on trouve 17 spécimens par an de Dioclétien Constantin par rapport à 14 des guerres civiles signifie probablement que ces chiffres sont beaucoup plus contrastés. Parce que sous Dioclétien et Constantin, on recycle. Au IIIe siècle, on met en terre et on meurt de morts violentes. Et on ne récupère pas son trésor. Je simplifie énormément, évidemment, mais il y a quand même une image de corrélation entre guerre civile, instabilité et enfouissement des trésors. Donc l'inflation, finalement, va exploser au IVe siècle, et elle va exploser, d'une part parce que les autorités vont vouloir récupérer de l'or et de l'argent, et donc vont dévaluer la petite monnaie pour forcer les particuliers à donner de l'or et de l'argent, à tel point que ça devient un impôt, que la monnaie de remboursement ne vaut presque plus rien. Ce qui se passe en même temps, c'est qu'il y a des guerres civiles. Il y a une guerre civile très importante de 305, en gros, jusqu'à 324, jusqu'à la réunification de l'Empire par Constantin. Et pendant toute cette période, les empereurs concurrents dévaluent, et donc les prix en unité de compte explosent. Ça ne veut pas dire qu'il y a une instabilité des prix généralisée. C'est une inflation de 13% en petite monnaie. Par contre, en monnaie d'or, c'est très stable. Donc si vous avez de la monnaie d'or, vous êtes bien. Donc il y a une vraie stratification sociale. En fait, bon, ça c'est la quantité d'argent dans la petite monnaie, je passe dessus, et ça c'est le poids de la petite monnaie, voire aussi la dégradation en poids à travers le IVe siècle. Donc on arrive à la conclusion, c'est que l'Empire romain a découvert le découplage entre la monnaie physique de métal et la monnaie unité de compte. Donc il y a une découverte vraiment de la fiducie. La monnaie d'or va entraîner une segmentation du système monétaire. Je simplifierai en disant le système, je ne veux pas dire le système des riches, le système des pauvres, mais il y a ceux qui ont accès à la monnaie d'or et ceux qui n'ont pas accès à la monnaie d'or. Entre guillemets, un pauvre à Rome, on le sait grâce à des textes monastiques qui nous disent combien faut de monnaie d'or à un moine pour survivre. En gros, vous vivez avec 3 ou 4 monnaies d'or par an. Donc une monnaie d'or tous les 3 mois. Ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu la couleur, en réalité.
Ce qui veut dire qu'on a une vraie segmentation de la société romaine à ce moment-là, entre ceux qui ont de la monnaie d'or et qui n'ont pas de problème d'inflation, et ceux qui ont de la petite monnaie qui ont un problème d'inflation. On a même des textes égyptiens de spéculateurs qui anticipent la dévaluation de la petite monnaie et qui se précipitent pour acheter de l'or, pour ensuite le revendre à un prix plus élevé. Donc on a tout un tas de phénomènes qui sont très, très modernes sur cette question. Donc il va y avoir effectivement un décrochage, un excès de production monétaire et une vraie segmentation sociale. Bon, en plaisantant à moitié, évidemment, on peut penser à l'afflux de production monétaire au XXIe siècle, à partir de la crise de 2008 ou de la crise du Covid, où les banques centrales ont fait exploser leur bilan de banque centrale, et où, de manière parallèle, l'inégalité a explosé parce qu'il y a une différence entre ceux qui avaient des biens réels, autrement dit des actions en bourse, et ceux qui n'avaient que des biens monétaires, qui eux-mêmes se dévaluaient, preuve l'inflation actuelle, par exemple. Donc, ce qu'on voit dans le monde romain ne nous est pas étranger. Donc, voilà, conclusion. Je sais que j'ai un tout petit peu dépassé, mais je crois qu'on avait commencé 5 minutes en retard. Je crois que j'ai tenu à peu près mes 60 minutes. On peut considérer que nous avons des politiques complexes. Ceux qui ont trouvé que c'était très simple ce soir, non, moi je ne trouve pas ça simple en tout cas. On a des politiques économiques qui précèdent la mise en place de la science économique en tant que domaine officiel du savoir, mais on a des politiques derrière toutes ces décisions. Les systèmes de l'Antiquité vont reposer sur une tension entre la confiance et l'objet physique. Alors nous, c'est que de la confiance aujourd'hui. Mais quand on voit les bitcoins et les cryptocurrencies, on voit bien qu'il y a un souci avec la confiance. Si des gens achètent des cryptos aujourd'hui, c'est ils se disent, est-ce que les banques centrales sont crédibles dans 10, 20, 30 ans que la monnaie que j'ai aujourd'hui aura de la valeur demain. Que la monnaie n'est pas en tant que telle une unité de compte neutre, qu'elle opère sur des transferts de richesse. Évidemment, je concluais avec la naissance des crypto-monnaies, qui à mon avis, enfin pas qu'à mon avis, c'est quelque chose, je travaille avec des gens qui sont dans le domaine des cryptocurrencies, c'est pas un hasard si quand on trouve des bitcoins, on dit mining, on emploie un terme minier. Donc on se rattache à la monnaie physique. Donc on revient, si j'ose dire, aux sources. Voilà.